Le 25 janvier 2025 vers 18h30, une mère a appelé les secours, expliquant avoir trouvé sa fille inanimée, le corps froid, sous une armoire dans sa chambre. Le corps de Skylar présentait de multiples ecchymoses, des extrémités froides et des plaies. À l'arrivée des ambulanciers, Skylar était déjà décédée, seule, laissant derrière elle des questions déchirantes sur la responsabilité, l'indifférence et les limites ultimes de la maternité. Suivez avec nous l'histoire de Skylar Gardner. Dans toute situation, dès qu'une personne devient mère, la responsabilité de protéger ses enfants doit toujours primer. Le divorce, la pression psychologique ou l'ambition personnelle, quelles que soient les circonstances, ne peuvent jamais justifier de reléguer au second plan les besoins et la sécurité d'un enfant. Pourtant, dans l'histoire d'aujourd'hui, ce qui semblait au départ relever de la négligence a progressivement révélé une réalité bien plus grave. Skylar Gardner est née au début du mois de septembre 2022. Benjamin d'une famille comptant plusieurs enfants, dont un frère âgé d'à peine 1 an de plus qu'elle. Le 8 septembre 2022, la mère de Skylar, Chantel Gardner, a annoncé la naissance de sa fille sur Instagram, accompagnant la publication de la chanson Free Mind de Thames. Dans la légende, elle écrivait « Dieu m'a donné quelque chose dont je ne savais même pas que j'avais besoin. Elle a apporté la paix dans mon monde chaotique. » La publication comportait également un mot dièse lié à la sensibilisation aux naissances prématurées, indiquant que Skylar était née avant terme. Selon les propres aveux de Chantel, elle se sentait bien plus liée affectivement à son fils aîné qu'à Skylar. Lorsqu'elle parlait de sa fille, elle décrivait Skylar, d'abord comme nourrisson, puis comme jeune enfant, comme ayant une personnalité indépendante, une appréciation qui, avec le recul, revêt des implications préoccupantes. Chantel a également déclaré qu'elle passait peu de temps avec Skylar lorsque le bébé se trouvait en unité de soins intensifs néonatal. Expliquant que son fils n'avait alors qu'1 an et nécessitait toute son attention, Chantel Monet-Buet est née le 23 novembre 1991 et est, au moment où cette histoire a été documentée, elle était âgée de 33 ans. Elle travaillait comme chargée de recouvrement pour assurance chez Rehab Médical, principalement à domicile, et les jours où elle devait se rendre au bureau, elle faisait généralement appel à des membres de sa famille ou à des amis pour garder ses enfants. En parallèle de son emploi principal, Chantel nourrissait des ambitions musicales, utilisant des noms de scène tels que Chantel Monet, Shani B et Shani B Music. Elle assurait activement sa promotion sur Facebook, Instagram et YouTube, diffusait sa musique sur Spotify et Apple Music, et s'était produite dans de petites salles ainsi que lors de festivals de musique locaux. Selon des documents officiels déposés dans l'État de l'Indiana, entre 2010 et 2019, Chantel a été associée à au moins 4 adresses résidentielles différentes, ou les A, à minima, utilisées comme adresse postale. Certaines données issues des réseaux sociaux ainsi que des services publics de vérification des antécédents indiquent également qu'elle aurait vécu à Atlanta. En Géorgie, pendant une courte période, Chantel s'est mariée en juillet 2017 et a alors pris le nom de famille de son époux, Gardner. Son mari avait 3 enfants plus âgés issus d'une relation précédente. Le couple a accueilli son premier enfant ensemble en septembre 2021, suivi de la naissance de Skylar 1 an plus tard. Toutefois, le mariage a rapidement commencé à se détériorer et, peu de temps après la naissance de Skylar, les 2 époux ont engagé une procédure de divorce. Au cours de cette période, Chantel a rencontré Brian Thomas par l'intermédiaire de relations dans le milieu musical et a entamé une relation sentimentale avec lui. Brian nourrissait lui aussi des ambitions dans le domaine de l'enregistrement musical, utilisant les noms de scène Beastie ou Beastie Armstrong. Une relation qui s'est développée alors même que la vie familiale de Chantel se désagrégeait. À l'instar de Chantel, Brian présentait un long historique d'infractions routières, les premiers éléments remontant à l'année 2005. Alors qu'il était âgé de 19 ans, au-delà de ces infractions, les dossiers indiquent que Brian avait auparavant fait l'objet de poursuites liées à la possession d'une substance illégale,
à la négligence envers des animaux et à des faits de violence conjugale, il a été reconnu coupable des chefs d'accusation relatifs à la possession de substances et a purgé une peine d'emprisonnement. Tandis que les accusations concernant la négligence animale et les violences conjugales ont ensuite été abandonnées. Contrairement à Chantel, Brian avait donc déjà été incarcéré en lien avec des infractions antérieures. De son côté, Chantel vivait dans un appartement situé dans la résidence Timber Point, sur Newberry Road. Au moment où l'affaire a été relayée par les médias, l'état de l'appartement était décrit comme extrêmement dégradé, meubles renversés, déchets, vêtements sales, jouets et déjections humaines éparpillés dans l'ensemble du logement, donnant à l'endroit l'apparence d'un épisode de l'émission Orders, diffusée sur la chaîne A et E. Une odeur forte et envahissante aurait imprégné l'appartement, provoquant des irritations oculaires et des nausées chez les personnes qui y pénétraient. Bien que Chantel ait affirmé que le logement n'était pas en permanence dans cet état, Chantel a déclaré que son logement avait autrefois été entretenu à un niveau stable. Il n'était pas parfaitement propre, en raison de la présence de 2 jeunes enfants, mais suffisamment rangé pour qu'elle ne se sente pas gênée d'y inviter des visiteurs. L'appartement était également le lieu où Chantel et Brian se retrouvèrent fréquemment, ce qu'elle décrivait comme pratique, car cela lui permettait de rester à proximité de ses enfants en cas de besoin. Lorsque le divorce a été prononcé le 2 août, Chantel vivait à Indianapolis, tandis que le père des enfants résidait à Cincinnati, dans l'Ohio. Son ex-mari était en situation de handicap et, pour cette raison, la garde exclusive des enfants a été confiée à Chantel, celui-ci expliquant qu'il ne pensait pas être en mesure de s'occuper d'eux comme ils en avaient besoin et comme ils le méritaient. Malgré cela, il a tenté à de nombreuses reprises de rendre visite à Skylar et à son frère, ou au moins de leur parler au téléphone. Mais Chantel trouvait souvent des excuses ou ignorait totalement ses tentatives. Bien que le père ait eu une mobilité réduite, ses enfants plus âgés pouvaient toujours se rendre en visite. La dernière fois qu'ils ont vu Skylar, ils ont rapporté à leur père que la fillette et son frère dégageaient tous deux une forte odeur d'urine. Une amie proche a déclaré que Chantel avait souffert de dépression post-partum après la naissance de Skylar, un état qui s'est aggravé sous la pression du divorce. Chantel a affirmé qu'en juillet 2024, se sentant dépassée, elle avait contacté son ex-mari pour lui demander de s'occuper des enfants. Elle a même proposé de lui envoyer de l'argent, mais il a refusé. À un certain moment, elle a cessé de faire le ménage, tant pour elle-même que pour les enfants. Entre la mi-juillet et le mois d'août 2024, l'encombrement est devenu trop important pour qu'elle puisse le gérer. Et elle a déclaré avoir fini par renoncer complètement à essayer. Ce retrait s'est ensuite étendu aux besoins quotidiens essentiels de ses enfants. Jour après jour, elle les baignait moins souvent, changeait leurs couches moins fréquemment et les nourrissait moins. Chantel a indiqué qu'elle avait commencé à laisser les enfants sans surveillance dès le mois d'octobre 2024. Elle a précisé que les premiers épisodes se sont produits lorsqu'elle retrouvait Brian Thomas sur le parking de la résidence. Durant ces moments, elle pouvait passer du temps seule avec lui tout en allant vérifier les enfants de manière intermittente. Brian a demandé où se trouvaient Skylar et son frère lors de ces rencontres. Et il demeure incertain qu'il ait su, à ce stade, que les enfants étaient laissés sans surveillance. Ou s'il pensait qu'un adulte responsable se trouvait à l'intérieur de l'appartement avec eux. Le fils de Chantel, un enfant présentant un trouble du spectre de l'autisme, adoptait un comportement consistant à étaler ses propres déjections sur les murs. Avec le temps, Chantel a négligé la situation au point de cesser totalement de nettoyer, ce qui a entraîné une accumulation prolongée et la propagation d'une forte odeur dans tout l'appartement. Chantel a affirmé qu'elle pensait ce comportement normal, déclarant qu'elle croyait que son fils essayait de gérer seul ses couches souillées, de la seule manière qu'il connaissait. Cependant, selon la littérature médicale, ce comportement appelé scatologie est couramment associé à des troubles sensoriels, médicaux, comportementaux ou psychologiques. Dans de nombreux cas, il peut s'agir d'un moyen pour un enfant de chercher de l'attention lorsqu'il ne peut pas communiquer verbalement, ou d'un signe indiquant qu'il ressent un inconfort ou une douleur. Quelle que soit l'hypothèse,
Il s'agit d'un signal clair nécessitant une évaluation médicale et une prise en charge rapide, ce qui n'a pas eu lieu. Parallèlement, Chantel a commencé à effectuer de courts déplacements, comme aller faire des courses ou récupérer des plats à emporter, en laissant les enfants seuls à la maison. Elle a déclaré ne s'absenter que brièvement et prévoir de revenir rapidement, ajoutant que les enfants étaient souvent difficiles à gérer et qu'elle souhaitait éviter d'attirer l'attention dans les lieux publics. Chantel a reconnu que son appartement se trouvait dans un état extrêmement dégradé et qu'elle en avait pleinement conscience. À un certain moment, a-t-elle déclaré, elle ne parvenait plus à supporter la situation. Les options évidentes étaient de nettoyer elle-même le logement, de demander de l'aide ou de déménager ailleurs. Chantel a choisi de partir, mais sans emmener les enfants avec elle. Il y a eu des périodes durant lesquelles elle s'absentait pendant des heures, et parfois pendant 1 ou 2 jours complets, avant de revenir vérifier leur état. Lorsqu'elle laissait les enfants seuls dans l'appartement, elle allumait YouTube pour qu'ils aient quelque chose à regarder, et ils sont devenus particulièrement familiers de la chaîne Ms. Rachel. Chantel revenait occasionnellement pour apporter de la nourriture et laver les enfants, souvent une seule fois par semaine, voire moins. Des rapports ultérieurs ont indiqué que Skylar avait parfois des matières séchées coincées dans les cheveux et que Chantel la lavait alors sous la douche de l'appartement. Skylar souffrait également fréquemment d'un érythème fessier sévère, ainsi que de signes d'infection, que l'on pense dus au fait que ses couches n'étaient pas changées régulièrement sur de longues périodes. Peu de temps après, Chantel a compris qu'elle ne pouvait plus laisser les enfants chez des proches ou des amis, ni les emmener consulter un médecin. Elle savait que si quelqu'un constatait leur véritable état, la négligence serait découverte et elle serait exposée. Même lorsque le chauffage de l'appartement est tombé en panne, Chantel n'a pas contacté le service de maintenance, consciente que l'état du logement serait alors révélé. À la place, elle a emprunté un radiateur d'appoint à un collègue et s'est convaincue que cela suffisait. Chantel a également délibérément synchronisé ses retours à l'appartement avec les appels téléphoniques attendus de membres de sa famille. Lorsqu'elle savait qu'ils demanderaient à parler aux enfants, elle acceptait de laisser les enfants apparaître brièvement à l'écran ou au téléphone, mais évitait systématiquement toute visite en personne. Selon les dossiers, Chantel était mentalement consciente que ces actes pouvaient entraîner de graves conséquences. Mais cette prise de conscience n'a pas suffi à provoquer un changement avant que la situation ne franchisse un point de non-retour. Il est apparu que la peur d'être découverte et d'affronter des conséquences judiciaires avait totalement supplanté toute préoccupation pour le bien-être de ses propres enfants. Alors que Skylar et son frère étaient laissés affamés, transis de froid et assis dans des couches souillées, Chantel a commencé à passer régulièrement la nuit dans l'appartement de Brian. Le frère de Brian, qui vivait avec lui, a estimé que Chantel y restait entre 3 et 5 jours par semaine. Il savait qu'elle avait des enfants, mais a déclaré ne les avoir vus qu'à 3 reprises au total. La dernière fois remonte au mois de décembre, lorsque les enfants sont venus pour le 39e anniversaire de Brian. Il a indiqué qu'il lui avait semblé aller bien qu'il ait remarqué que leurs pieds étaient anormalement rouges. Le 25 janvier 2025, une amie de Chantel, identifiée uniquement sous les initiales LA, l'a invitée, ainsi que les enfants, à passer la journée à Chuck E. Cheese. LA avait auparavant été l'une des babysitters régulières de Chantel, avant que les enfants ne soient totalement négligés. Mais elle ne les avait pas vus en personne depuis Halloween. Chantel a donné peu de réponses à cette invitation. Ce soir-là, elle est retournée à l'appartement avec de la nourriture. Cette fois, elle a été contrainte de faire face aux conséquences de ses actes. Elle est arrivée vers 18h30, affirmant être revenue pour donner le dîner aux enfants. Lorsqu'elle a appelé, son fils a accouru vers elle, mais Skylar n'a pas réagi. Chantel a fouillé l'appartement jusqu'à tomber sur une scène qui l'a figée. Skylar a été retrouvée coincée sous un tiroir de commode, le corps rigide, ce qui indiquait qu'elle était décédée depuis plusieurs heures. Skylar présentait de multiples ecchymoses, des signes compatibles avec une exposition prolongée au froid ainsi que des marques de morsure, dont l'une aurait été causée par un rongeur durant la période où elle avait été laissée sans surveillance. Même à ce moment-là, Chantel n'a pas immédiatement contacté les services d'urgence.
Elle a d'abord changé le haut souillé de Skylar, puis a appelé Brian. Chantel a déclaré plus tard à la police qu'elle n'avait pas tardé à l'appeler par honte d'avoir négligé ses enfants, mais parce qu'elle craignait que l'état insalubre de l'appartement ne soit découvert. Brian a répondu à l'appel et s'est rendu sur place, mais il est resté à l'extérieur, dans une zone commune du complexe résidentiel, sans entrer dans l'appartement. Finalement, Chantel a appelé le 911. Les services de police et les secours sont arrivés en quelques minutes. Dès l'entrée de la détective Kathleen Harris dans l'appartement, elle a été submergée par une odeur extrêmement forte et nauséabonde, au point de ressentir des étourdissements. Selon les rapports, il était presque impossible de distinguer le sol en se déplaçant à l'intérieur du logement. Extrait direct du dossier. À son entrée dans l'appartement, la détective Kathleen Harris a été immédiatement frappée par une odeur écrasante, compatible avec des excréments humains. Les sols étaient recouverts de déchets, d'ordures, d'os de poulet, de sacs de restauration rapide, de contenants de sauce barbecue ouverts, de vêtements, de jouets, de débris, de meubles renversés et d'objets domestiques. L'encombrement était tel que la détective Harris et le technicien de laboratoire criminel Blakely Watson n'avaient d'autre choix que de marcher sur ces éléments pour progresser dans l'appartement. Plusieurs zones des murs étaient maculées de déjections et de substances ressemblant à de la sauce barbecue ou à d'autres matières non identifiées, y compris un lit d'enfant et un matelas recouvert de couches de déchets. L'appartement était également extrêmement froid, avec une température estimée entre 46 et 51 degrés Fahrenheit. L'accumulation de nourriture avariée, de déchets, d'objets tranchants et de matières fécales était si grave que les enquêteurs ont par la suite classé l'appartement comme un biohazard. Bien que la scène initiale ait pu laisser penser que Skylar avait été coincé sous un tiroir de commode, les enquêteurs ont rapidement remis cette hypothèse en question. Skylar était de petite taille, mais la commode elle-même était relativement légère et peu susceptible de provoquer des lésions aussi graves. Selon leur évaluation, le mobilier ne constituait pas, à lui seul, une cause directe crédible du décès. Ces inquiétudes se sont accentuées après que le frère de Skylar a été transporté au Riley Children's Hospital pour une évaluation médicale. Les médecins ont relevé de nombreux signes compatibles avec une négligence sévère. D'après les notes médicales, l'enfant s'agrippait fermement à la nourriture qui lui était donnée à l'hôpital, mangeait de manière frénétique et devenait visiblement anxieux dès que quelqu'un tentait de lui retirer son assiette. Il mangeait si rapidement que les infirmières ont dû intervenir pour lui demander de ralentir. En outre, son abdomen était distendu en raison d'une constipation sévère. Ses pieds étaient enflés et plusieurs zones de sa peau présentèrent des décolorations et des cicatrices, des éléments indiquant un manque de soins prolongé. Lorsque le père de Skylar a été informé du décès de sa fille âgée de 2 ans, il a franchi les frontières de l'État le jour même afin d'aider les enquêteurs. Il a déclaré qu'il n'avait pas vu Skylar ni son frère en personne depuis Thanksgiving 2024. Durant cette période, il a tenté à de nombreuses reprises d'entrer en contact avec ses enfants par appel vidéo. Mais Chantel ne leur a permis de se parler qu'une seule fois. La dernière fois qu'il a vu Skylar à l'écran, elle était blottie contre la poitrine de sa mère, s'endormant lentement. Skylar faisait partie des 4 enfants décédés à Indianapolis au cours du mois de janvier 2025. Parmi eux figurait Asher Robinson, âgé de 3 ans, décédé le 25 janvier, le même jour où Skylar a été découverte. Asher a été déclaré décédé au Riley Children's Hospital, le même établissement où le frère de Skylar a été admis pour une évaluation médicale. Un parallèle que les enquêteurs ont jugé profondément préoccupant. Un affidavit de cause probable a été signé par la détective Kathleen Harris le 30 janvier 2025, détaillant la nuit où la police a été appelée à l'appartement de Chantel ainsi que les jours d'enquête qui ont suivi. À partir de ce document, les enquêteurs ont reconstitué la chronologie des événements après le décès de Skylar. Chantel a été placée en garde à vue pour être interrogée cette même nuit et a fourni des informations générales, notamment concernant son emploi. Elle a déclaré travailler à distance et que, les jours où elle se rendait au bureau, Brian ou Ella s'occupèrent de Skylar et de son frère.
Dans l'affidavit, la détective Harris a indiqué que le récit de Chantel avait changé à plusieurs reprises au cours de l'entretien. Finalement, Chantel s'est arrêtée sur une version des faits qui a été officiellement consignée. Elle a affirmé que, depuis le 9 décembre, Lan avait gardé les enfants qu'à 3 reprises. Chantel a également déclaré que son fils avait besoin d'une coupe de cheveux, qu'elle l'avait emmené chez Brian et qu'elle l'y avait laissé. Dans son premier récit, à son retour à l'appartement, Chantel a dit s'être sentie anxieuse et avoir eu besoin de quelques instants pour se reposer. Elle a indiqué avoir fait entrer Skylar dans le logement, puis être retournée s'asseoir dans sa voiture pendant un court moment. Elle a affirmé être ensuite revenue dans l'appartement, avoir commencé à chercher Skylar et l'avoir trouvé sous un tiroir de commode dans la chambre des enfants, allongé sur le dos, près du meuble de télévision. Chantel a déclaré avoir appelé Brian et le 911 tenté une réanimation cardio-pulmonaire, puis avoir porté Skylar jusqu'à sa voiture au moment où les secours de l'État de l'Indiana arrivaient eux sur place. Toutefois, lors d'un interrogatoire ultérieur, Chantel a de nouveau modifié sa version. Elle a affirmé ne pas avoir laissé son fils chez Brian et que celui-ci se trouvait toujours dans l'appartement. Courant vers la porte lorsqu'elle est rentrée, Skylar, en revanche, n'est pas apparu comme à son habitude. Chantel a déclaré avoir immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Elle a indiqué avoir trouvé Skylar inerte sous la commode. L'affidavit rapporte que Chantel a déclaré que Skylar ne méritait pas ce qui lui était arrivé, décrivant la situation comme frotter du sel sur une plaie. Lors de son interrogatoire par la police, Chantel a admis qu'elle savait que ses actes constituaient une négligence. Elle a toutefois insisté sur le fait qu'elle n'avait jamais porté atteinte physiquement à ses enfants, ni commis la moindre forme de maltraitance. Comme si cette limite seule définissait le fait de causer un préjudice à un enfant. Chantel a déclaré qu'elle comprenait pourquoi laisser de jeunes enfants sans surveillance était dangereux. Mais selon les enquêteurs, ces déclarations montraient qu'elle ne mesurait pas pleinement la gravité de ce qui s'était produit. Brian a également été interrogé par la suite. Dans un premier temps, il a confirmé la version de Chantel selon laquelle elle lui aurait confié son fils avant de ramener Skylar à l'appartement. Brian a ensuite reconnu avoir menti afin de protéger sa compagne. Il a expliqué aux enquêteurs que Chantel avait passé la nuit à son appartement à de nombreuses reprises sans les enfants. Et qu'il l'avait cru lorsqu'elle affirmait que ceux-ci étaient surveillés par des amis ou des membres de la famille. Brian a déclaré que la dernière fois qu'il avait vu Skylar et son frère remontait au mois de décembre 2024, lorsqu'ils étaient venus pour son anniversaire. Avant cela, il a indiqué qu'il voyait les enfants au maximum environ 1 fois par semaine. La police s'est également entretenue avec Ella, une amie de Chantel qui faisait occasionnellement du babysitting. La a déclaré que la dernière fois qu'elle avait vu Skylar et son frère en personne se situait autour d'Halloween 2024 et qu'à ce moment-là, les 2 enfants semblaient propres et bien soignés. Elle a aussi indiqué avoir parlé aux enfants lors d'un appel vidéo le 6 janvier et avoir remarqué que les cheveux de Skylar paraissaient en désordre, précisant que les enfants se trouvaient alors à l'appartement de Brian. Dans sa déclaration, La a été très claire sur plusieurs points essentiels. Elle a affirmé qu'elle n'avait aucune idée que les enfants étaient laissés seuls à la maison. Elle a précisé qu'elle n'était pas entrée dans l'appartement de Chantel depuis longtemps, peut-être depuis plusieurs mois. Elle a indiqué que le frère de Skylar n'avait jamais parlé. Elle a confirmé que Chantel avait souffert de dépression postpartum après la naissance de Skylar et qu'elle faisait face au stress du divorce. Elle a ajouté que de nombreuses personnes auraient été prêtes à accueillir les enfants si Chantel avait demandé de l'aide. Personne ne savait qu'elle les laissait seuls. Elle a expliqué qu'ils faisaient partie d'un groupe d'amis tous disposés à aider. Elle a enfin précisé qu'elle et Chantel échangeaient quotidiennement ou 1 jour sur 2 et que, même lorsque Chantel ne répondait pas, elles se parlaient au minimum 1 fois par semaine. Chantel a d'abord été arrêtée pour négligence envers une personne à charge. Mais les procureurs ont par la suite requalifié l'accusation en meurtre. Elle s'est vue refuser toute libération sous caution et a été soumise à des ordonnances strictes d'interdiction de contact. Brian a également été inculpé pour avoir aidé Chantel à fournir de fausses informations aux enquêteurs au cours de l'enquête. Les véhicules appartenant à Chantel et à Brian ont été saisis et remorqués vers un centre médico-légal
Après leur mise sous scellé, les enquêteurs ont procédé à des prélèvements d'ADN, pris des photographies d'écrou et recueilli des éléments de preuve supplémentaires. Ceux-ci comprenaient les téléphones portables des 2 suspects, un reçu daté du 24 janvier, ainsi qu'une arme à feu accompagnée de munitions découvertes à l'intérieur du véhicule de Brian. L'autopsie de Skylar a été pratiquée le 27 janvier par le docteur Christopher Pulos, du bureau du coroner du comté de Marion. Ces conclusions ont été résumées dans un affidavit daté du 30 janvier. Selon ce rapport, le docteur Pulos a relevé des lésions externes correspondant à de multiples marques de morsures sur le corps de Skylar, des lésions liées au froid affectant ses mains et ses pieds, ainsi que des ecchymoses circulaires mesurant environ 3/4 de pouce à 1 pouce de diamètre, possiblement causées par des tuyaux en PVC ou des meubles domestiques, entre autres objets. Outre ces blessures, le docteur Pulos a documenté plusieurs lésions estimées postérieures au décès, notamment une plaie punctiforme au niveau du cou de Skylar. Ces lésions auraient été causées par des rongeurs. Les constatations internes établies par le docteur Pulos faisaient état d'ecchymoses sous-cutanées étendues, d'une contusion sur le côté droit du front de Skylar, ainsi que d'une pancréatite hémorragique pouvant être associée à l'hypothermie. Le docteur Pulos a également indiqué que Skylar était déshydraté et que des cheveux ainsi que des matières non identifiées, possiblement fécales, avaient été retrouvés dans son estomac. Des éclats de peinture, des cheveux et d'autres corps étrangers ont également été découverts dans ses intestins. À ce stade, le docteur Pulos estime que Skylar est décédé des suites d'une hypothermie. Les enquêteurs se sont également entretenus avec une infirmière de l'équipe de protection de l'enfance du Riley Children's Hospital. À l'issue de cette consultation, ils ont été informés que les schémas d'ecchymose observés sur le corps de Skylar présentaient des caractéristiques préoccupantes, incompatibles avec des blessures accidentelles habituelles et davantage cohérentes avec des traumatismes infligés, rendant la probabilité d'un accident très faible. Parallèlement, le frère de Skylar a été décrit comme souffrant de malnutrition et nécessitant des soins médicaux. L'infirmière a toutefois noté que ses cheveux avaient été récemment coupés et que ses ongles étaient taillés. L'enfant présentait des signes de retard du développement cognitif et, au fil du temps, est progressivement devenu plus communicatif dans le cadre de sa prise en charge par le personnel médical. Le 28 janvier, le frère de Brian s'est entretenu avec les détectives. Il a déclaré que Chantel avait passé la nuit dans leur appartement au moins à 4 reprises entre le 19 et le 25 janvier. En raison de son travail de nuit, il voyait souvent Chantel à son retour au domicile et celle-ci repartait durant la journée. À ces occasions, les enfants n'étaient pas présents et Chantel lui paraissait tout à fait normale. Il n'a pas interrogé directement Chantel sur l'endroit où se trouvaient ses enfants. Et Brian lui avait indiqué qu'ils étaient gardés par l'une des amies de Chantel. Le 29 janvier, les enquêteurs ont rencontré Chantel pour un entretien complémentaire alors qu'elle était détenue au centre de détention pour adultes du comté de Marion. Au cours de cet entretien, Chantel a fourni des descriptions plus détaillées de sa manière négligente d'exercer son rôle parental. Elle a tenté de justifier ses actes en affirmant qu'il lui était beaucoup plus facile de laisser les enfants seuls à l'appartement que de les emmener avec elle, déclarant, selon ses propres termes, qu'ils n'étaient ni bien élevés ni faciles à gérer. Chantel a également indiqué qu'elle pensait que Brian pouvait sentir l'odeur provenant de son appartement sur ses vêtements, mais qu'elle supposait qu'il était trop poli pour en faire la remarque, ce qui expliquerait pourquoi elle ne retournait même pas à l'appartement pour se doucher. Elle a reconnu qu'elle ne revenait auprès des enfants qu'environ 1 fois par semaine pour les laver, leur apporter de la nourriture et se montrer présente lorsque des appels vidéo étaient prévus, précisant qu'elle pensait que ces appels avaient simplement pour but de parler aux enfants. Chantel a en outre expliqué que le chauffage de l'appartement ne fonctionnait pas, raison pour laquelle un radiateur d'appoint avait été installé dans le salon. Elle a reconnu savoir que, si elle signalait la panne du chauffage au service de maintenance, la négligence dont faisaient l'objet les enfants ainsi que les conditions de vie relevant d'un biohazard à l'intérieur de l'appartement seraient découvertes. Cet entretien complémentaire a démontré que Chantel avait un niveau de conscience et de lucidité suffisant pour comprendre que ses actes pouvaient entraîner de graves conséquences s'ils venaient à être révélés. Selon l'affidavit, elle a expliqué que l'odeur à l'intérieur du logement était devenue écrasante. En conséquence,
elle a cessé d'emmener les enfants en public, car l'odeur provenant du logement et de l'environnement s'accrochait à eux. Chantel a également déclaré qu'elle avait arrêté d'emmener les enfants à leurs rendez-vous médicaux par crainte que leur hygiène et leur odeur n'attirent l'attention. Elle a affirmé comprendre les conséquences potentielles de soins inadéquats et être consciente des risques encourus si son comportement était signalé au service de protection de l'enfance, y compris la possibilité que ses enfants lui soient retirés. Chantel a admis qu'elle connaissait les dangers liés au fait de laisser des enfants de 2 et 3 ans seuls à la maison sans surveillance. Dans une déclaration adressée à l'Indianapolis Star, la sergente de la police d'Indianapolis, Nicole Flynn, a souligné « Le décès d'un enfant pour une cause non naturelle n'est jamais acceptable. Chaque enquête est déchirante, qu'il y ait ou non une activité criminelle en cause. Perdre un enfant est une tragédie inimaginable. Nous partageons le deuil des familles et nous les accompagnons dans chaque cas. » Un mandat d'arrêt a été délivré à l'encontre de Brian Thomas, mais celui-ci est resté introuvable pendant plusieurs jours, du 26 au 30 janvier. Durant cette période, Brian a eu de multiples conversations téléphoniques avec Chantel alors qu'elle se trouvait en détention. Il a enregistré ses appels, qui ont par la suite été publiés sur la page Facebook du média Black Indie Live. Lors de l'un de ces appels, Brian a confronté directement Chantel au sujet de la manière dont elle avait traité les enfants et de l'état extrêmement dégradé de l'appartement. Chantel a reconnu ses manquements et a exprimé son incompréhension face au fait que les enquêteurs s'intéressaient autant à Brian. Elle a déclaré « Je ne sais pas pourquoi ils continuent de t'impliquer là-dedans. C'est comme si tu ne faisais même pas partie de cette affaire. » Chantel a également évoqué ses difficultés en matière de santé mentale et a parlé de son désir de changer, bien qu'aucun élément n'indique qu'un tel changement ait effectivement eu lieu. Lorsque Brian lui a demandé directement pourquoi elle n'avait pas cherché de l'aide et a affirmé qu'il ferait toujours passer les enfants en priorité, Chantel a marqué une brève pause avant de répondre « Je ne voulais pas être un fardeau ». Sur la page Black Indie Live, de nombreux commentaires ont mis en doute les intentions de Brian. Certains se demandant s'il tentait de minimiser ou de dissimuler son propre rôle et s'il en savait davantage qu'il ne l'admettait. Sa décision antérieure de mentir lors de son premier interrogatoire de police afin de protéger Chantel a encore affaibli sa crédibilité, suscitant des doutes quant à la fiabilité de ses déclarations, tant aux yeux du public que du système judiciaire. Il se peut que ce ne soit qu'au fil du procès que le public découvre réellement ce que Brian savait et dans quelle mesure il en avait connaissance. Brian a été placé en détention le 30 janvier et présenté devant le tribunal dans le cadre d'un ordre de transfert, après quoi il a versé une caution de $6 000 et a été remis en liberté dans l'attente des suites de la procédure. Alors que la procédure judiciaire se poursuivait, la famille paternelle de Skylar, comprenant son père, ainsi que ses demi-frères et demi-sœurs du côté paternel, a prévu une cérémonie commémorative à l'occasion de la Saint-Valentin, avec l'intention de relâcher des ballons roses et violets en sa mémoire. Cet événement a ensuite été annulé, bien que la famille ait continué à honorer Skylar par d'autres moyens, selon des informations rendues publiques. Misery Machine ne soutient pas les lâchers de ballons en raison de leurs effets néfastes sur l'environnement et la faune. À la place, une collecte de dons a été organisée au profit du frère de Skylar, âgé de 3 ans, comprenant des vêtements neufs, des jouets et des livres. La demi-sœur aînée de Skylar a partagé une photographie des dons reçus et a écrit que la famille Gardner souhaitait adresser ses sincères remerciements à toutes les personnes ayant contribué à venir en aide aux frères de Skylar, exprimant une profonde gratitude et la conviction que ce que Dieu donne à une personne lui est destiné et que seul Dieu a le droit de le reprendre. Le procès de Chantel et de Brian doit s'ouvrir en avril de cette année. Les 2 accusés seront jugés conjointement devant le juge Charles F. Miller. Bien que chacun soit représenté par une équipe de défense distincte, Chantel sera défendue par les avocates Lucy Frick et Shelby Vanus, tandis que Brian sera représenté par l'avocat Philip Hayes. L'État de l'Indiana a désigné 4 procureurs pour instruire l'affaire contre Chantel et Brian. Dans le cadre du régime de peine actuellement en vigueur, Chantel encourt une peine maximale pouvant aller jusqu'à 40 années d'emprisonnement ainsi qu'une amende de $10 000.
En cas de condamnation à la peine maximale, elle n'aurait droit à une éventuelle libération qu'une fois âgée de plus de 70 ans. Brian, poursuivi pour des chefs d'accusation moins graves, s'exposerait à une peine potentielle inférieure en cas de condamnation. Conformément aux principes fondamentaux du droit, les deux accusés sont présumés innocents tant que leur culpabilité n'a pas été légalement établie par un tribunal. À la date de l'enregistrement, en février 2025, aucune cérémonie funéraire publique ni aucun avis de décès n'avaient été annoncés pour Skylar. En l'absence de nouveaux éléments, son histoire n'a pas fait l'objet d'autres mises à jour médiatiques, comme de nombreuses affaires de true crime encore en cours de traitement judiciaire. Le nom et les circonstances entourant Skylar sont susceptibles de réapparaître à l'occasion du procès à venir, bien que l'ampleur de cette attention reste incertaine. Pour l'heure, le seul espoir demeure que justice soit rendue et que le frère de Skylar se trouve désormais dans un environnement bien plus sûr, à l'abri de la négligence et des conditions insalubres qui ont coûté la vie à sa sœur. L'affaire Skylar Gardner se conclut par une question douloureuse à laquelle la communauté est contrainte de faire face. Comment un enfant aussi fragile a-t-il pu être abandonné au sein même de son propre foyer ? Les actes de la mère dans cette affaire ne résultent pas uniquement d'un effondrement personnel, mais d'une succession de choix conscients, dans lesquels les besoins d'un adulte ont été placés au-dessus de la sécurité la plus élémentaire d'un enfant. Il s'agit d'un cas manifeste de négligence envers un enfant, démontrant que la négligence peut provoquer des dommages irréversibles tout aussi dévastateurs que la violence physique directe. La leçon pour la communauté est sans équivoque. Lorsque des signes d'alerte concernant des enfants apparaissent, le silence n'est jamais neutre. Les membres de la famille, les amis, les voisins et le système de protection de l'enfance doivent tous intervenir plus tôt et de manière plus déterminée. La justice pour Skylar ne se limite pas à un verdict rendu dans une salle d'audience. Elle réside également dans la prévention de tragédies similaires à l'avenir. L'histoire de Skylar Gardner est un documentaire de true crime profondément bouleversant. Mais elle constitue aussi un rappel brutal que la protection des enfants n'est pas facultative, c'est une responsabilité collective qui incombe à l'ensemble de la société. Cette vidéo a été réalisée à des fins éducatives et pour sensibiliser le public aux questions de justice et de protection de l'enfance, et non pour exploiter le choc ou le sensationnalisme. Merci d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications afin de nous rejoindre lors de prochains épisodes de documentaires True Crime où chaque histoire est une voix pour la justice des enfants, pour leur protection et pour un monde dans lequel chaque enfant est en sécurité, aimé et entendu.